Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, puisque c'était un petit peu calme ces dernières semaines, mais cette semaine on a eu quelques trucs intéressants, donc allons-y. Et on commence avec les GPU Intel. Alors les GPU Intel, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. On savait qu'il y avait l'A380 qui était sorti en Chine depuis quelques temps. On avait vu des premiers tests de la part d'internautes chinois. Et au niveau des performances, on avait vu que c'était pas franchement la dinguerie dans l'ensemble. Après, la A380, c'est une carte d'entrée de gamme. Fallait pas s'attendre à des miracles non plus. On avait aussi vu l'histoire qu'Intel avait mis des optimisations spécifiques pour les benchmarks synthétiques dans ses drivers. Ce genre de choses, et on se doutait aussi depuis un bon moment maintenant que ce qui freine le plus la sortie des GPU Intel, c'est pas le matériel lui-même, c'est plus ce qui se passe du côté des drivers. Et donc là, cette semaine, on a Intel qui communique un petit peu sur ses GPU Arc. Alors on a eu un test de la 380 chez Gamers Nexus qui était plutôt intéressant pour le coup. On a aussi eu une vidéo un petit peu partenariat avec Intel où ils ont détaillé un petit peu tout ce qui était l'architecture en elle-même, ce genre de truc, la philosophie d'Intel pour la sortie. Et il y avait un petit passage sur les drivers qui était assez intéressant en fait, puisqu'on voit que c'est vraiment là que ça coince. Puisqu'en gros, pour l'instant, Intel, ce qu'ils font c'est qu'ils optimisent principalement pour les jeux les plus joués, on va dire, et aussi les jeux les plus utilisés pour faire des benchmarks. Par contre, tout ce qui tombe un petit peu en dehors de ça et qui demande un petit peu plus de travail que d'ordinaire, donc principalement les anciens jeux, puisque au niveau driver, c'est un petit peu moins complexe, on va dire, pour tout ce qui est DirectX 12, Vulkan, les API un petit peu plus modernes, que par exemple tout ce qui est DirectX 11, OpenGL, enfin tout ce qui demandait beaucoup plus de travail du côté des fabricants pour les drivers. Et donc, comme on le voit sur le test de chez Gamers Nexus, il y a très clairement un problème pour les GPU Intel au niveau des drivers, pour tout ce qui est jeux un petit peu plus anciens. Dans les jeux DirectX 12, dans les jeux modernes, on va dire, ça se passe plutôt pas trop mal, puisque si on reprend la vidéo de chez Gamers Nexus, comme par exemple ici, on voit que sur GTA V, qui est un jeu DirectX 11 un petit peu ancien, on voit que la 380 sur ce jeu-là fait moins bien qu'une 1050 Ti, alors que sur pas mal d'autres jeux, quand elle fonctionne plutôt pas mal, on peut être au niveau d'une 6500 XT par exemple, ce qui n'est pas incroyable, loin de là, mais c'est quand même un autre niveau que la 1050 Ti, puisque même sur GTA V, elle s'approche plus de la 1030 qu'autre chose, donc c'est vraiment absolument immonde. Et du coup, ça me pose la question aussi, mais qu'est-ce que fait Intel ? Je veux dire, GTA V, c'est encore un jeu très très populaire sur PC, qui est encore beaucoup joué en multijoueur. Ça me paraît assez incroyable qu'Intel n'optimise pas ses drivers pour les jeux les plus joués. C'est pas très compliqué de trouver la liste des jeux les plus utilisés à l'heure actuelle. On voit qu'un jeu même aussi populaire que GTA V, Intel n'ont pas encore bossé dessus. Et si on prend un jeu comme F1 2021, on voit par exemple qu'ici, la 380 s'en sort à peu près au niveau de la 6500 XT. Alors c'est pas la dinguerie, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu sur GTA V par exemple. Et évidemment, F1 2021 c'est un jeu DX12. Et l'autre point très important soulevé dans la vidéo, c'est que les GPU Intel ont vraiment besoin du resizable bar. Donc ça veut dire qu'on est quasiment obligé d'avoir une plateforme relativement récente si on veut investir dans un GPU Intel, puisque comme le montre le graphique ici, c'est la différence de performance quand on a le resizable bar d'activer ou pas. Et il y a des jeux comme par exemple sur Red Dead Redemption 2 en DirectX 12 où le graphique était, c'est genre 400% de différence au niveau des performances, ce qui est absolument incroyable, c'est vraiment un truc de fou. Et ça montre bien que le comportement des GPU Intel est assez différent des GPU des autres constructeurs, puisque très clairement, le Smart Access Memory Resizable Bar, ça peut apporter un gain de performance sur les cartes d'AMD et les cartes d'NVIDIA, mais on n'est clairement pas au même niveau que ce que l'on voit ici pour Intel. Alors c'est un souci, puisque le gros du parc de processeurs carte mère installés encore à l'heure actuelle, non pas le Resizable Bar ou le Smart Access Memory d'activable ou d'activer, puisqu'en plus c'est une option à mettre en route dans son BIOS. Et par exemple chez Intel, la techno n'est arrivée qu'à partir de la génération 11, et chez AMD c'est activable à partir de la génération 3000. Donc c'est encore une techno relativement récente, en plus qu'il faut activer à la main, ce qui veut dire aussi, si vous vouliez acheter un GPU Intel pour le mettre sur une config un petit peu plus ancienne, les performances seront catastrophiques. Donc déjà là d'emblée, on voit que quand ces GPU vont arriver sur le marché, il faudra être vraiment très vigilant sur le fait que si on achète un GPU Intel,
il faut vraiment avoir accès au Resizable Bar ou au Smart Access Memory, sinon les performances seront vraiment très mauvaises. Et à côté de ça, on a Intel qui continue son push marketing, ce qui veut probablement dire aussi que les GPU vont enfin finir par arriver sur le marché occidental, avec des exemples de benchmark pour le A750, qui est une carte plus rapide que la 380. Ici, c'est comparé à la RTX 3060. Par contre, encore une fois, c'est des pourcentages. J'aurais préféré avoir des chiffres en FPS, moi perso. Et les résultats ici, c'est en 1440p. Et quand on regarde la liste de jeux choisis, bien évidemment, ce sont des jeux qui fonctionnent plutôt pas mal sur l'architecture d'Intel, comme on l'a vu juste avant. Par contre, j'aurais été plus curieux de voir qu'Intel nous mette des jeux où ça fonctionne vraiment pas bien, pour être un petit peu plus honnête, déjà de base. Si on avait mis GTA V dans le lot, à mon avis, la 3060 fait mieux. Et autre signe qu'Intel s'apprête à lancer ses GPU Arc dans pas trop longtemps en Occident, on aura le bus d'Intel qui va faire le tour des États-Unis. Alors j'avoue qu'au niveau marketing, moi ça me fait un petit peu marrer. Ça me rappelle vraiment les campagnes marketing des années 90, avec les trains Sega, les bus PlayStation, enfin ce genre de trucs. C'est vraiment à l'ancienne, après pourquoi pas. Donc bref, côté GPU, chez Intel c'est quand même très compliqué. Malgré tout, il y a quand même des signes qui sont relativement encourageants. On commence à voir qu'Intel envisage enfin de mettre des GPU sur le marché. De toute façon, la première génération de Arc, ils n'en ont pas produit énormément. Il n'y a que 4 millions de GPU, alors 4 millions ça peut paraître énorme, mais au niveau du marché global, c'est une goutte d'eau, tout simplement. Donc c'est clairement la génération d'essai. L'architecture d'Intel a des points très positifs, comme par exemple au niveau de l'encodage. Pour bosser tout ça, ça peut être des GPU qui pourront être très intéressants. Par contre, côté gaming, ce sera très clairement compliqué avec cette première génération. Ce sera pas inutilisable, à part si on a une carte mère et un processeur assez ancien. Donc faudra vraiment faire très attention avec ces GPU Intel dans un premier temps. Ce sera très clairement le coup d'essai, le coup d'envoi, mais il faut pas s'attendre à des miracles, ce sera forcément pas incroyable. Donc dans l'ensemble, je ne suis pas spécialement déçu non plus, je m'attendais pas à ce que la première génération de cartes d'Intel soit absolument parfaite ou incroyable. On voit qu'il y a du potentiel. On sait aussi que du côté des drivers, ça ne peut que s'améliorer dans le temps. C'est juste qu'évidemment, ceux qui vont acheter la première génération de GPU d'Intel, ce seront un petit peu les bêta-testeurs. Côté processeur, toujours chez Intel, alors c'est un petit peu plus réjouissant on va dire, avec encore des tests de modèles de pré-série des 13900K, et on voit évidemment que par rapport aux 12900K, eh bien celui-ci serait 10% plus rapide. J'ai envie de dire, de toute façon, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attend pour la génération 13000. Dans l'ensemble, en single core, pour le très haut de gamme, ça devrait tourner aux alentours des 10% de perf en plus en single thread. Par contre, en multithreading, les performances devraient être un bon cran au-dessus, puisque pour rappel, la plus grosse nouveauté de cette génération 13000, c'est le doublement des petits corps. Donc, en toute logique, en multithreading, en application, ça va permettre d'augmenter les performances de façon significative. Et comme on se rapproche de la sortie de Raptor Lake, eh bien on a aussi les fabricants de cartes mères qui commencent à mettre à jour leur BIOS, puisque les cartes mères actuelles chez Intel seront compatibles avec la génération 13. C'est important de le rappeler aussi, puisqu'il y en a qui pensent certainement que c'est pas le cas. Donc même si vous achetez une carte mère maintenant chez Intel, elle sera compatible avec la future génération de processeurs aussi. Et on passe du côté de chez AMD avec le FSR 2.0, et souvenez-vous, il y a quelques temps, on avait parlé d'un mode qui permettait de remplacer le DLSS par le FSR 2.0, et bien ce mode continue d'évoluer. À l'époque, c'était sorti en premier sur Cyberpunk 2077, c'est aussi sorti après sur Metro, sur pas mal de jeux, et on a vu que maintenant, eh bien, ça continue encore d'évoluer, puisque le FSR 2.0 fonctionne aussi sur Dying Light 2, sur Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Marvel Guardians of the Galaxy, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, et Control. Alors, encore une fois, avec ce mode, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne, et ça veut dire aussi que les modeurs s'en donnent à cœur joie, et on risque d'avoir un utilitaire qui permettra de remplacer justement le DLSS par le FSR 2.0, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas un GPU qui ont accès au DLSS. Le plus de jeux qui sont modés, au mieux c'est, je dirais. Comme on l'espérait, c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois. Le fait que le FSR 2.0 soit open source,
ça permet aussi ce genre d'initiative, donc c'est plutôt une bonne chose. Toujours côté AMD, mais du côté de RDNA 3. Alors RDNA 3, c'est un petit peu calme dernièrement au niveau des rumeurs. Bon là, apparemment, on aurait quelques infos à cause des drivers Linux qui auraient fuité certaines choses en fait, comme le nombre d'unités de calcul et la taille du bus mémoire, et on aurait bien un bus mémoire 384 bits, ce qui voudrait dire très probablement jusque 24 Go de RAM pour Navi 31. Donc d'emblée, ça voudrait dire aussi qu'on aura un bus mémoire plus large qu'avec Navi 21, puisqu'avec la 6900 XT, on était toujours sur un bus mémoire 256 bits, et bien là on aurait un bus 384 bits avec plus d'Infinity Cache qu'avant aussi. Et on entend dire aussi en plus qu'il ne serait pas impossible qu'il y ait du V-Cache, donc du cache stacké au-dessus de la puce en plus. Donc ça on verra bien si ça se vérifie. Au niveau du design de la puce, on a aussi pas mal de rumeurs qui montrera qu'au final, la puce en multi-chip, comme on le sait depuis un bon moment, eh bien ce serait du multi-chip, mais pas forcément comme on l'aurait entendu, puisqu'au niveau du multi-chip, dans un premier temps, on pensait surtout qu'on aurait une division des compute units en plusieurs blocs, même si c'était que 2, par exemple, dans un premier temps, eh bien apparemment on aurait un gros bloc, comme on le voit ici, qui contiendrait tous les compute units, donc 12 288 ici, avec, à côté de ça, ce serait l'Infinity Cache qui serait, lui, découpé en petits chiplets, ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, on a une approche, certes, multi-chip, mais c'est beaucoup plus, je dirais, conventionnel, on n'est pas très loin d'une puce monolithique. Mais bon, après, c'est un premier jet, à voir si ça se vérifie vraiment. Ce serait, oui, du multi-chip, mais pas du multi-GPU non plus. Et on repart du côté des rumeurs, côté Nvidia maintenant pour les RTX 4000. Et apparemment, les RTX 4090 seraient toujours bien prévus pour un lancement au mois d'octobre. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu la foire à la saucisse au niveau des rumeurs. Entre ceux qui pensent que ça sortira pas avant 2023, ceux qui pensent, on a entendu ça aussi, qu'il y aurait la 4090 qui sortirait cette année et les autres modèles en 2023, c'est pas impossible non plus, même si jusqu'ici on n'a rien entendu qui allait dans ce sens vraiment. Donc ça part vraiment dans tous les sens et j'ai envie de dire il est surtout urgent d'attendre, d'avoir une vraie communication à un moment ou à un autre de la part d'Nvidia, puisque là, concrètement, c'est vraiment n'importe quoi en fait. Il y a vraiment trop de rumeurs contradictoires pour vraiment conclure quoi que ce soit en vrai. Et on passe maintenant à la news un petit peu polémique, alors ça n'a rien à voir avec moi, c'est juste que la semaine dernière, par exemple, j'avais fait une vidéo sur faut-il acheter maintenant son GPU, voire même son CPU, ou attendre que la nouvelle génération arrive, puisque c'est un petit peu la grande question du moment. Et donc il y a quelques jours, on a eu Jace2Sense. Alors Jace2Sense, c'est un des plus gros youtubeurs tech mondial, on va dire, puisqu'il est pas loin des 4 millions d'abonnés. Et en gros, il nous dit dans sa vidéo que selon ses sources, il ne faut pas attendre, il faut acheter là maintenant, puisque c'est la période où les prix seront les plus intéressants, après ce serait trop tard. Et il dit même dans sa vidéo qu'en gros il faudrait être idiot pour ne pas acheter un GPU maintenant. Alors évidemment ça va à l'encontre complet de ce que moi je pense et de ce que moi je préconise de faire. Mais en plus de ça, j'aurais pas la prétention de traiter d'idiots les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre pognon. Mais c'est juste que dans l'ensemble, au niveau de sa vidéo, au niveau des arguments qu'il donne, au niveau des exemples qu'il donne, ça paraît un petit peu étrange en fait, puisque oui, certes, les GPU ont beaucoup baissé de prix, principalement du côté des GPU les plus chers, qui étaient de toute façon de base pas les plus intéressants. Ils ne sont toujours pas super intéressants au prix où ils sont tombés à l'heure actuelle, mais effectivement c'est moins cher qu'avant, ça n'en fait pas pour autant des bonnes affaires. Et personnellement, je trouve que pour que son conseil tienne la route, il faudrait soit que les futures générations aient vraiment un performance-prix assez immonde pour que les cartes actuelles vaillent plus le coup que la future génération. Ce qui ne colle pas trop avec toutes les rumeurs que l'on a jusqu'ici au niveau des specs des futures générations de cartes, puisque par exemple on sait que la 4090, en toute logique, on devrait pas être très loin d'un x2 au niveau des performances par rapport à la 3090. Et donc pour que cette future 4090 ne soit pas plus intéressante que la 3090 à l'heure actuelle, bon alors les 3090 à l'heure actuelle en neuve, on tourne toujours autour des 1300 balles dans les meilleurs tarifs, ce qui voudrait dire que la 4090 devrait coûter plus de 2600 balles pour être moins intéressante que la 3090. Et comme je le dis dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup de mal à penser que la future 4090 coûte si cher que ça. Qu'elle coûte le même tarif que la 3090 Ti à sa sortie, c'est pas impossible, mais plus cher, ça m'étonnerait, puisque du côté du marketing,
ça rendrait vraiment très bien hein, de dire on sort la 4090 au prix de la 3090 Ti, mais elle est pas loin de 2 fois plus rapide. Sans oublier qu'accessoirement, hein, la 3090 Ti au tarif où elle est sortie, ça a fait un four. Et je pense aussi hein, que les fabricants ont intérêt quand même de faire très attention par rapport à ce qu'il s'est passé pendant la pénurie entre guillemets, les conditions, que ce soit au niveau économique global, les attentes des joueurs, les attentes des utilisateurs et aussi la pression, la forte demande qu'on a eue à l'époque, on n'aura pas du tout la même chose avec cette future génération au niveau de la demande, ce sera beaucoup plus calme. Et même si je n'ai aucun doute que la première salve de cartes se vende à n'importe quel prix, puisque les gros acheteurs s'en foutent un petit peu du tarif, ceux qui ne sont pas concernés par le performance prix et qui ont de l'argent à foison n'en ont que faire, hein, que la carte coûte 3000 balles, ça les empêchera pas de l'acheter. Bref, je vais pas refaire tous les arguments, hein. Si la question vous intéresse un petit peu plus, allez voir ma vidéo de la semaine dernière, je la détaille un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant ici, au niveau de ce que raconte Jace2Sense, eh bien, c'est que ça va aussi complètement à l'encontre de ce qu'on a au niveau des news en ce moment, puisque si on prend en compte les news officielles, je dirais, ben déjà, on a un retour d'un bundle pour les cartes haut de gamme chez Nvidia, hein, ce qui n'était pas arrivé depuis le lancement des cartes Ampere. Donc à l'heure actuelle, hein, si vous achetez une 3090 Ti, une 3090, une 3080 Ti ou une 3080, eh bien vous avez plusieurs jeux offerts avec le GPU, à savoir hein, Ghostwire Tokyo, Doom Eternal, The Ancient Gods, partie 1 et partie 2. Donc c'est un retour des bundles comme on l'a vu chez AMD dernièrement aussi. Et vous vous doutez bien hein, que si l'on a un retour des bundles chez les différents fabricants, eh bien c'est aussi pour pousser les acheteurs à l'achat, hein, puisque ça permet en gros de se dire eh bien qu'on fait une meilleure affaire qu'avant à tarif équivalent, puisque du coup on a des jeux en plus. Alors moi les bundles j'ai toujours trouvé ça plutôt cool, donc je sais très bien que ça arrive, mais ça montre aussi, encore une fois, hein, que Nvidia par exemple est en train d'aider ses partenaires pour écouler le stock de GPU qui est absolument phénoménal apparemment. Donc il y a vraiment urgence à écouler les stocks de RTX 3000. On a aussi vu passer la semaine dernière, par exemple, la 3090 Ti, il y a une remise de 350 € au niveau de son tarif directement, hein, si on va sur la boutique LDLC. Oui, la 3090 Ti a baissé de prix, ce qui montre aussi, comme je le disais jusqu'avant, hein, qu'à son tarif de lancement, cette carte ne s'est vraiment pas bien vendue, puisque on l'a vu depuis le début, hein, elle est toujours restée en stock en modèle Founders Edition depuis sa sortie, ce qui n'était jamais arrivé sur aucune autre carte Founder Edition de la génération 3000. Et c'est pas une baisse qui concerne uniquement l'Europe, hein, puisqu'apparemment les 3090 Ti en Founders Edition ont également baissé de 400 $ aux États-Unis. Alors, on ne va jamais nous présenter ça comme une baisse du tarif officiel, hein, ça va être présenté comme une promotion comme c'est fait actuellement. Mais concrètement, la 3090 Ti, on avait déjà vu que certains modèles des partenaires d'NVIDIA commençaient à baisser de prix fortement. On voit là que NVIDIA emboîte un petit peu le pas pour les Founders Edition. À mon avis, hein, les autres modèles vont continuer de baisser eux aussi. À côté de ça, on a aussi, par exemple, les GPU en Chine hein, sont aux prix les plus bas qu'ils n'ont jamais été depuis un très long moment. Donc les tarifs ont énormément baissé également en Chine, avec certains modèles qui ont descendu de plus de 38%, comme la 3090 Ti, encore elle, hein. Mais on voit aussi que la 3090, elle a baissé de 30%, la 3080 Ti, 33% aussi. Donc dans l'ensemble, on a une baisse quand même générale des cartes, principalement les moins intéressantes, les plus haut de gamme. Par contre, on voit que sur les cartes les plus recherchées et les plus intéressantes, ça baisse beaucoup moins vite. La 3080 diminuée de 16%, la 3060 Ti de 4%, évidemment, c'est une des cartes les plus intéressantes. Et chez AMD, c'est pas beaucoup mieux, hein. La 6900 XT a baissé de 37%. La 6800 XT, elle, n'a baissé que de 16% à peu près. Donc on voit que dans l'ensemble, les prix se cassent la gueule. En parallèle de ça, on a aussi des rumeurs, hein, comme quoi les tarifs des cartes Nvidia les plus haut de gamme, donc 3080 et supérieures, seraient sur le point de baisser de tarifs de façon non officielle également. Donc la 3090 Ti baisserait aux alentours des 1500 balles, alors c'est déjà fait je dirais. La 3090 aux alentours des 1300, la 3080 Ti 1100 balles et la 3080 12 Go 800 €.
ce qui colle en fait plus ou moins au tarif que l'on retrouve déjà en boutique pour une bonne partie de ces cartes. On l'avait vu dans ma dernière vidéo sur le coût à la frame, les prix ont encore baissé depuis, mais on avait vu que les cartes les plus haut de gamme avaient baissé de façon significative, et bien on voit que ça devrait continuer. Et en parallèle de ça, on a aussi des bruits de couloir de la part de chez Moore's Law is Dead. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent Moore's Law is Dead au niveau de ses fuites. Par contre, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il a quand même pas mal de contacts, que ce soit au niveau des AIB ou d'autres partenaires, puisque il n'y a qu'à regarder ses podcasts pour s'apercevoir qu'il connaît quand même pas mal de monde. Donc qu'il ait des bruits de couloir au niveau des distributeurs, au niveau des partenaires d'NVIDIA, que ce soit Gigabyte, MSI, je sais pas qui, il le dit pas bien évidemment, mais c'est pas surprenant qu'il ait des infos. Après, on a le droit d'en douter. On verra bien si ça se vérifie de toute façon. Mais en gros, ce qui ressort de la situation actuelle au niveau du stock, eh bien, c'est que les partenaires d'NVIDIA seraient pas vraiment beaucoup contents de ce qui se passe, puisqu'en gros, ils ont acheté énormément de stock de GPU, et c'est à eux de les écouler. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en gros, les partenaires, ils ont déjà acheté ces produits à NVIDIA, NVIDIA les a déjà vendus, ce qui veut dire que pour NVIDIA, pour eux, c'est déjà réglé, on va dire. Par contre, pour les partenaires, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont des entrepôts remplis de cartes graphiques de génération actuelle qu'ils ont beaucoup de mal à écouler. Et comme ils les ont achetés à des tarifs pas spécialement hyper intéressants, eh bien ça a beaucoup plus de mal qu'avant à s'écouler. Et jusqu'ici, apparemment, ce sont des bruits de couloir, NVIDIA aurait mis la pression sur les partenaires en les menaçant de leur filer moins de puces Lovelace si ils ne continuaient pas d'acheter, de stocker de plus en plus de cartes. Donc apparemment, maintenant, les différents partenaires seraient un petit peu en mode on n'achète plus rien, même si c'est au risque d'avoir moins de cartes de future génération que ce qu'on aurait aimé avoir. Et donc apparemment, NVIDIA aurait pris conscience de l'ampleur du problème, et c'est peut-être pour ça, par exemple, qu'on a vu l'arrivée des bundles de jeux. Et apparemment, il serait en train de bosser avec les différents partenaires pour écouler le plus de cartes possible, le plus rapidement possible. Et chose intéressante également, c'est qu'apparemment, les cartes qui avaient été utilisées pour les grosses fermes de minage en Asie n'auraient même pas encore commencé à débarquer dans les pays de l'Ouest, donc chez nous. Et ça devrait arriver dans les semaines et mois à venir. On devrait avoir une déferlante de cartes d'occasion qui ont servi dans des fermes de crypto-monnaies qui devraient débarquer sur le marché. Donc, bien évidemment, quand on a un marché de l'occasion qui est littéralement envahi de cartes déjà utilisées, ça met aussi la pression sur les prix des cartes en neuf, puisque le marché de l'occasion permet aussi un petit peu d'équilibrer le marché du neuf et inversement. Donc si on met tout bout à bout, le conseil de J2Sense comme quoi c'est le meilleur moment pour acheter un GPU neuf à l'heure actuelle, ça paraît un petit peu compromis. Par contre, je trouve que moi, ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, comme le fait que l'on devrait avoir des cartes beaucoup plus intéressantes à partir du mois d'août et aux environs du mois de septembre, ça me paraît un petit peu plus cohérent avec ce qu'on entend dire au niveau des différents stocks et aussi au niveau de l'arrivée des cartes sur le marché de l'occasion. Très clairement, il y a un changement au niveau de la situation globale et aussi principalement au niveau des mineurs de crypto qui cherchent à liquider leur stock de cartes, et c'était pas le cas avant. Après, un de ces autres arguments, c'était aussi un petit peu en mode on risque de revivre exactement la même chose que lors de la dernière génération au niveau des stocks. J'ai envie de dire, alors même si Nvidia a stoppé complètement la production d'Ampère à l'heure actuelle, ça va prendre quelques mois avant d'écouler les stocks de cartes qui restent. Et si en plus de ça, on a une pénurie sur les RTX 4000, essayez de réfléchir 2 secondes. D'un côté économique, ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire qu'Nvidia n'aurait rien à vendre pendant quelques mois. Nvidia, c'est une société qui cherche à faire du profit en vendant le plus de matos possible. Ils vont pas arriver à un moment où il y aura plus rien sur le marché et ils auront rien à vendre, là où la concurrence continue à produire des cartes. Ça ne tient absolument pas debout. Et autre point important à garder à l'esprit aussi, souvenez-vous, la production de GPU de génération actuelle, ça a été la génération où on a fabriqué le plus de GPU ever. Il n'y a jamais eu autant de produits qui ont été fabriqués de la part d'NVIDIA et d'AMD. Et si on prend par exemple le Steam Survey au niveau du matos hardware, bien très clairement les RTX 3000 et les Radeon de génération 6000
c'est clairement pas les cartes les plus présentes, loin de là. Donc ça veut aussi dire qu'il y a énormément de cartes dans la nature qui ne sont pas dans des PC pour les joueurs. Alors je sais que tout le monde n'utilise pas Steam, hein, mais ça permet de se faire une idée un petit peu de où on en est à l'heure actuelle au niveau du matériel qui équipe les PC des joueurs. Et si on a vraiment fabriqué autant de GPU que ça sur la génération qui est en train de se terminer, bah où sont tous ces GPU? Alors je sais hein, qu'il y en a qui sont sceptiques sur le fait que les mineurs aient acheté autant de cartes que ça. Moi je prends juste ce qu'on a sous le coude hein, pour se faire une idée d'où on en est vraiment. Toujours est-il hein, que personnellement j'ai un petit peu de mal à penser hein, que les tarifs des GPU de génération actuelle repartent vers une hausse absolument insensée. Pour plusieurs raisons, hein. Pour moi ça n'aurait absolument aucun sens. J'ai plutôt envie de dire que c'est un petit peu l'inverse qui se passe là à l'heure actuelle, hein. C'est un petit peu la panique pour écouler le stock de cartes qui reste sous le coude, avant que la grosse partie des cartes qui ont été utilisées par les fermes de crypto-monnaies débarquent sur le marché de l'occasion dans nos pays à nous, hein, puisque pour l'instant ils n'ont pas encore vraiment quitté les pays d'Asie où ils étaient utilisés jusqu'ici. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!